Nous sommes le 3 octobre 1982 et ce jour-là, la France découvre pour la première fois le visage de ce petit garçon sur TF1. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Lui, c'est Arnold, ou plutôt Gary Coleman, et malgré son jeune âge, c'est déjà une véritable star grâce à la série Arnold et Willy ou Diff'rent Strokes aux États-Unis. Le programme rencontre un immense succès. Il intègre le top 30 des séries les plus visionnées aux US dès la première saison, s'exporte un peu partout dans le monde, et cette réussite permet même à Gary Coleman de faire passer son cachet de $1 800 l'épisode à plus de $70 000 par épisode. Lui et ses deux acolytes, Todd Bridges et Dana Plato, deviennent les chouchous de l'Amérique dans une série qui prône avant tout des valeurs familiales ainsi que la protection des enfants. Pourtant, quand les caméras s'éteignent, la réalité des 3 enfants stars est un cauchemar. Gary, Todd et Dana se retrouvent à 10, 13 et presque 14 ans plongés au sein d'une industrie de laquelle ils ne sont que très peu protégés. Malgré les messages véhiculés par la série, aucun adulte sur le plateau n'aidera vraiment les 3 jeunes stars face à tout ce qu'ils vont connaître durant cette période, allant d'agressions sexuelles à vol d'argent organisé. Et le pire, c'est que tout ça ne s'arrête pas à la fin de la série. Les vies de Dana, Todd et Gary prennent des tournants tellement sombres que plus tard, certains qualifieront la série de maudite. Mais alors, que s'est-il passé ? Aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne sur l'histoire d'une série qui a marqué les années 80 et sur le destin des 3 enfants stars qu'elle a fait naître. Un destin que certains appellent une malédiction. La série dont on parle vient des États-Unis et vous connaissez mon amour pour ce pays. Cependant, force est de constater qu'en ce moment, les relations entre la France et les États-Unis ne sont pas au beau fixe. Et ça pose plein de questions, dont celle de la souveraineté numérique. Chaque année, les entreprises européennes versent environ 264 milliards d'euros aux géants de la tech américains. Pourtant, il existe des solutions pour protéger notre souveraineté, notamment Infomaniac. Et avant même de vous parler de leurs produits, je voudrais vous parler de la boîte parce que je trouve que ça en dit beaucoup sur ce qu'ils construisent. Infomaniac, c'est une entreprise fondée il y a plus de 30 ans en Suisse qui, dès leur création, ont dit « Nous, on veut la maîtrise totale de l'ensemble de la chaîne technologique, les data centers, les infrastructures, les logiciels, etc. » Ils hébergent toutes les données dans un cadre juridique clair, ils sont conformes au RGPD et en plus, ils contribuent concrètement à l'économie locale puisque les emplois, la recherche et développement et la fiscalité restent en Suisse. Mais alors, comment profiter de leurs services ? Eh bien, si vous faites encore partie de ceux qui gèrent leur mail, leur drive ou leur visio avec les géants de la tech US, Infomaniac propose une suite de services, Maïka Suite, qui offre une adresse mail gratuite, un drive, un service de visio, un accès à une IA souveraine, bref, tout pour remplacer les services des géants du web américain. Si vous voulez profiter de tout ça, Infomaniac vous offre moins 50% la première année avec le code LOVI50 sur la version payante Maïka Suite Plus, qui permet d'obtenir jusqu'à 6 Tera de stockage drive et des fonctionnalités avancées de l'IA. Le lien est en description. You can never save too much money. You should have a Hubert doll. Sur cette publicité, Gary Coleman n'a que 9 ans. Et il ne le sait pas encore, mais cette simple apparition télévisée va changer sa vie. Norman Lear, un gros producteur de séries aux États-Unis, tombe sur ce spot et voit en lui un immense talent. Gary est une future star, Lear en est convaincu. Il faut juste qu'il trouve une série qui exploite son potentiel. Et pour ça, quoi de mieux que de créer un duo improbable ? Ça tombe bien puisqu'une des séries à succès de Lear vient de se terminer, laissant un des acteurs phares, Conrad Bain, ouvert à de nouveaux projets. C'est décidé, Conrad et Gary seront le futur duo gagnant de la télévision. Mais pour ça, il faut toujours une série pour les mettre en lumière. L'écriture est confiée à 2 producteurs, Jeff Harris et Bernie Kukoff, qui ensemble exploitent plusieurs idées, griffonnent plusieurs pitchs, sans rencontrer beaucoup de succès. Jusqu'à écrire celui-ci. La gouvernante d'un riche homme d'affaires veuf décède et ce dernier adopte son enfant orphelin. Jeff et Bernie soumettent ce pitch à plusieurs chaînes de télévision et une témoigne immédiatement son intérêt. NBC. Il manque juste un peu de profondeur narrative à leurs yeux. Pour faire encore mieux ressortir Gary, ils lui ajoutent un frère, et pour ajouter encore un peu de piment, ils ajoutent une fille à l'homme d'affaires. Todd Bridges, âgé de 13 ans, est alors recruté pour jouer le personnage du frère de Gary. Lui aussi est un acteur précoce, déjà habitué aux caméras via plusieurs publicités et apparitions dans des séries, et il obtient le rôle sans même passer de casting. Todd et Gary forment donc la fratrie Willy et Arnold,
ou plutôt Arnold et Willy, adoptés par Philippe Drummond et sa fille Virginia. Cette dernière est jouée par l'actrice Dana Plato, 13 ans et demi, qui, comme ses deux compères, est déjà une habituée de la télévision et des plateaux de tournage. L'équipe est au complet, le tournage d'Arnold et Willy peut commencer. I knew you can do it. Give me five. Yeah, right on. You kids invented something new I don't know about? What are you doing, Arnold? Oh, nothing. La série est diffusée pour la première fois à la télévision américaine le 3 novembre 1978 et à partir de là, c'est un raz de marée. La première saison rencontre plus que le succès escompté, tant dans les audiences que dans les notes attribuées par le public et par la critique. Gary, Todd et Dana deviennent des stars, profitant d'une visibilité hebdomadaire à heure de grande écoute sur une chaîne nationale. Ils sont inarrêtables. Mais avec l'argent et la célébrité viennent aussi, dès le départ, les problèmes. L'extrait que vous venez de voir est issu d'un des épisodes les plus marquants d'Arnold et Willy. Dans celui-ci, Monsieur Horton, un loueur de vélo, se montre gentil et généreux envers Arnold et son ami, leur promet un nouveau vélo, leur propose de jouer à des jeux vidéo chez lui, leur offre de la nourriture, avant de leur faire boire de l'alcool et de les exposer à de la pornographie. Et ce n'est pas tout, puisque dans la suite de l'épisode, il compte s'en prendre physiquement à l'un des deux enfants en lui proposant un jeu sous la douche. L'épisode se veut être un épisode de prévention, aussi bien pour les enfants que pour les parents, montrant les techniques utilisées par les pédophiles pour attirer les enfants à eux et leur faire du mal. Sauf que sur le plateau de tournage, dans la vraie vie, un enfant est en train de vivre cette situation. Todd Bridges grandit dans une famille difficile. Son père est violent, alcoolique, et le plateau de tournage pour Todd, c'est une véritable échappatoire. Sauf que même là, il n'est pas vraiment en sécurité, puisqu'une personne de son entourage professionnel, son publiciste, l'aurait agressé sexuellement durant les premières années de tournage de la série. Pendant des années, Todd n'en parle à personne. Et malheureusement, le jour où il ose enfin s'exprimer, son père refuse de le croire ou ne serait-ce que de creuser. Il n'obtient aucun soutien familial et globalement pas de soutien professionnel non plus, à part peut-être indirectement le soutien de Dana. Soutien d'une manière un peu particulière, puisque Dana, elle aussi, est dans une situation assez préoccupante. Et tout comme Todd, c'est un peu ironique. Nancy Reagan est à l'époque du tournage la première dame des États-Unis. Et à l'époque, elle œuvre particulièrement pour une cause, la drogue, et notamment chez les plus jeunes. Elle mène de front une campagne assez célèbre aujourd'hui, Just Say No, dite juste non. Dans ce cadre, elle est apparue notamment dans Arnold et Willy pour véhiculer un message préventif auprès des plus jeunes. Mais sur le plateau même du tournage, dans la vraie vie encore une fois, une jeune ado est concernée par le sujet. Dana ne va pas très bien mentalement et quasiment dès le départ, elle commence à consommer de l'alcool et de la drogue. Elle arrive parfois dans un état complètement second sur le plateau et à 14 ans, elle fait même une première overdose. Malheureusement, c'est le début d'un cercle vicieux. Assez inévitablement, étant donné qu'ils ont le même âge et qu'ils vivent la même chose que ne vivent pas forcément les autres enfants de leur âge, Todd et Dana se rapprochent au point d'avoir des relations sexuelles ensemble, mais surtout au point que Dana introduise Todd à la drogue. Les deux jeunes adolescents tombent rapidement dans ce qui s'apparente à une addiction. Mais heureusement, dans tout ça, il y a une personne qui va beaucoup mieux, c'est la star même d'Arnold et Willy, celui pour qui la série a été créée, Arnold, Gary Coleman. Lui, il vit sa meilleure vie. Arnold, what are you doing? Oh, nothing. Gary Coleman est accompagné par ses deux parents adoptifs, assez attentifs au parcours de leur fils. Enfin, en théorie, Gary a une particularité, il est malade. Il souffre d'une maladie rénale qui, d'une part, freine sa croissance, mais qui, d'autre part, le fait souffrir au quotidien. Il doit faire des dialyses, il vomit régulièrement, y compris sur le plateau de tournage, et sa vie, globalement, est rythmée par les problèmes médicaux. Et malgré ça, il tourne. Il tourne même quand il n'a pas vraiment envie de tourner.
Gary, particulièrement, est incité à travailler longtemps, probablement plus que les quelques normes légales qui régissent le travail des enfants aux États-Unis. Mais bon, au moins, il gagne énormément d'argent. Ses parents, qui agissent comme représentants de sa société de production, renégocient plusieurs fois ses contrats, faisant valoir auprès de la chaîne que la série n'existe pas sans Gary Coleman. Tout ce succès pour NBC, tout cet argent n'existe que grâce à ce petit garçon. Évidemment, l'argent ne fait pas tout, mais c'est déjà ça. Les épisodes et les saisons s'enchaînent et malgré les déboires en coulisses, le succès reste au rendez-vous. Sauf qu'à partir de la saison 6, la série prend une toute autre tournure. You always said you trusted me. I want to believe you, honey. Oh, Daddy, you can. I'm not pregnant, honest. Not even a little bit. Ça, c'est l'un des épisodes de la saison 3, dans lequel un quiproquo fait croire au père de Virginia que celle-ci est enceinte. Est-ce que vous commencez à voir le schéma se reproduire ? Ce qui arrive dans la série arrive parfois dans la vraie vie, et dans la vraie vie, les réactions sont un peu plus brutales. À ses 19 ans, vers la fin de la saison 6, Dana Plato tombe enceinte. Et au début, elle approche les producteurs de la série en leur disant simplement qu'ils peuvent inclure cet élément narratif dans le scénario, ce à quoi les producteurs répondent oui, complètement. Le problème, c'est qu'ils vont revenir sur leur décision. Dana apporte déjà une image quelque peu négative à la série de par sa consommation, qui est gardée la plus discrète possible, mais qui est déjà remarquée par les médias. Alors, les producteurs décident tout simplement de la virer. Et ce moment marque symboliquement le début de la fin de la série. Les notes chutent durant la saison 7, malgré l'ajout de nouveaux personnages. Le public commence à se détacher de la série, qui semble appartenir à une autre époque. Surtout que pendant ce temps, un autre personnage se détache lui-même de la série, c'est Gary Coleman. La maladie de Gary, on en a parlé, freine sa croissance, mais par conséquent aussi son apparence. Et alors que narrativement Todd, alias Willie, grandit dans la série, Arnold, lui, reste le petit enfant mignon. Son rôle n'évolue pas, et ça, c'est terrible pour Gary, qui lui grandit. Pour un adolescent, il n'y a pas pire qu'être pris pour un enfant. Il devient de plus en plus difficile pour lui d'être crédible et enjoué à la caméra, comme si le costume d'Arnold était devenu trop petit pour lui. Et forcément, tout ça se ressent à la caméra. Le départ précipité de Dana, les problèmes de drogue de Todd, le jeu de moins en moins convaincant de Gary, saoulé par son propre personnage, tout ça est une bombe à retardement. Et elle va exploser. Si la saison 7 est diffusée entièrement, NBC annule la production de la série et ne commande pas de saison 8. Techniquement, une 8e saison n'aurait donc jamais dû voir le jour, mais c'est sans compter une autre chaîne de télévision, ABC, qui saute sur l'occasion et tente de relancer Arnold et Willie. Mais sans succès. L'épisode 189 est un épisode parfaitement banal, qui ne clôture pas la série. Pourtant, dans les coulisses, ABC et les producteurs le savent, Arnold et Willie, après 8 saisons, c'est terminé. Et sur le papier, on pourrait penser que pour les 3 enfants stars, devenus de jeunes adultes, c'est une bonne nouvelle. Ils vont enfin pouvoir respirer et surtout tenter de se construire, après de nombreuses années passées à se voir à travers leurs personnages de la série. Mais non. Les problèmes pour les 3 acteurs vont continuer, et même s'empirer. Les enfants stars ou les ados stars, les personnalités très connues du grand public, ont un avantage sur le reste du monde. Elles sont professionnelles très tôt. Mais elles rencontrent aussi un problème crucial. Comment renouveler son image et rebondir après une célébrité précoce ? Dana sait quelque chose sur le sujet. Dana fait quelques apparitions après la naissance de son fils dans Arnold et Willie, mais après ça, sa carrière d'actrice stagne. Elle joue dans quelques films à très petit budget, dans un jeu vidéo, mais ne rencontre pas vraiment de succès, au point où elle se retrouve à devoir faire des films érotiques juste pour survivre. Oui, parce que la drogue, ça a un coût financier, et Dana est ruinée. Sa situation ne lui permet pas d'élever son fils, Tyler, dont elle perd la garde seulement quelques années après son départ d'Arnold et Willie. À partir de là, elle enchaîne les mésaventures. Elle braque un magasin avec une arme factice pour récupérer de l'argent, elle se prescrit de fausses ordonnances pour obtenir de la drogue, et forcément, un jour, elle est arrêtée et condamnée pour ça. Condamnée à suivre un programme de désintoxication. Et quelque part,
c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Selon elle, cette cure fonctionne, à tel point que le 7 mai 1999, elle déclare à la radio être sobre. Cette interview la pousse dans ses retranchements. L'animateur et une partie du public se moquent d'elle, doutent de sa sobriété, et l'émission est assez difficile à regarder. Howard, yes, for you. How long you maintain you've been clean? Oh gosh, 10 years? I mean... Malgré ça, Dana déclare ne pas du tout penser au suicide, notamment grâce à son fils. Did you ever consider suicide at one point? Oh, hell no. You never did. Never got that bad. Got a beautiful boy, no. Right, you would never do that. I'm okay in my skin, you know? Right. I'm okay with who I am. You feel good. Tout est bien qui... non. Cette interview est sa toute dernière apparition publique, puisqu'elle va mourir le lendemain. Le 8 mai 1999, alors qu'elle se rend chez la mère de son nouveau compagnon, Dana se sent mal et prend un mélange de médicaments. Le lendemain, quand son fiancé se réveille, Dana est décédée à l'âge de 34 ans. Si au départ on imagine que sa mort est accidentelle, elle sera classée plus tard par le médecin légiste comme étant un suicide. Todd nie la cause officielle et maintient que Dana ne se serait jamais ôté la vie volontairement. Les médias s'emparent de l'affaire, désignant Howard Stern, l'intervieweur, comme en partie responsable de son suicide, au vu des propos tenus à l'antenne. Mais les morts ne parlent pas, et on ne saura jamais si ce surdosage était accidentel ou non. Le résultat reste tristement le même. Dana a quitté cette terre à l'âge de 34 ans. Elle laisse derrière elle un fils, Tyler, qui ne connaîtra pas un meilleur destin. Tyler se suicide d'une balle dans la tête à l'âge de 25 ans, le 6 mai 2010, 2 jours avant l'anniversaire de la mort de sa mère. Je vous avais prévenu que ça allait pas être une vidéo très joyeuse. Et justement, pour qu'on respire un petit peu, parlons de Gary Goldman. Parce que comme je vous le disais, malgré sa maladie, c'est le plus chanceux des trois. J'ai menti. Je préfère vous le dire maintenant, j'ai menti. Vous pouviez peut-être déjà un petit peu le deviner, parce que si déjà travailler de longues heures en étant malade à seulement 10 ans sur un plateau de tournage avec la célébrité et la pression qui va avec, ce n'est peut-être pas le mieux pour un enfant, la découverte que fait Gary par la suite rend sa situation encore plus douloureuse. Lors du tournage des 2 dernières saisons, Gary a 17 puis 18 ans. Et non seulement il ne se sent plus à sa place dans le personnage d'Arnold, mais également il commence à s'intéresser légitimement à l'argent qu'il a gagné. Techniquement, sa fortune devrait tourner autour des 18 millions de dollars. Il en parle avec son manager, embauché par ses parents, qui ne le regardent pas vraiment dans les yeux lors des conversations autour du sujet de l'argent. Gary creuse, il s'interroge, et il découvre qu'il lui reste seulement 220 000 dollars, au lieu de 18 millions, je le rappelle. Mais alors, où sont passés ces 17 780 000 dollars ? Eh bien, les responsables sont visiblement ses propres parents. En réalité, ses parents adoptifs ont monté une société de production à son nom. Et ils se sont payés avec cette société de production. Peut-être un peu trop payés. Gary vit la pire trahison de son existence. Non seulement ses parents l'ont encouragé, si ce n'est forcé, à tourner, mais en plus de ça, derrière son dos, ils n'ont pas été garants de sa fortune. Pire, ils en ont ouvertement profité. À la fin de la série, Gary prend donc la décision d'attaquer ses propres parents en justice. Et il gagne. Ces derniers sont condamnés à lui verser 1,3 million de dollars. Mais ses problèmes de santé persistent et sont de plus en plus coûteux. Gary n'a jamais appris à gérer l'argent, mais pire que ça, tout comme Dana, il peine à se construire une carrière à la suite d'Arnold et Willie. Qu'est-ce qui peut être pire que cette situation ? Eh bien, je vais répondre à ma propre question, la mort. Le 26 mai 2010, Gary chute dans ses escaliers et est transporté d'urgence à l'hôpital où il décède 2 jours plus tard, à l'âge de 42 ans. Et qu'est-ce qui est pire que la mort ? Le fait que, même mort, vous ayez les mêmes problèmes que vivant. Un conflit financier suit la mort de Gary Goldman, impliquant notamment ses parents adoptifs. On n'en sait pas vraiment plus et on ne sait pas vraiment comment ça s'est terminé. Toujours est-il que jusqu'au bout, la trahison aura été au cœur de la vie et de la mort de Gary Goldman. Et je ne dis pas de la mort qu'à cause du conflit autour de son héritage. Son ex-femme, Shannon Price, est soupçonnée d'avoir quelque chose à voir avec sa mort.
Le couple n'a été marié qu'1 an, mais Shannon est retournée vivre chez Gary et elle est soupçonnée de ne pas avoir apporté l'aide nécessaire à son mari au moment où il est tombé. Si ce n'était que des bruits de couloir, Shannon participe plus tard à l'émission américaine Lie Detector Truth or Deception, où les invités passent au détecteur de mensonges et toutes ces réponses sur la mort de Gary sont considérées par le détecteur comme des mensonges. The question was on the exam, did you intentionally decide to withhold help to Gary when he fell? Unfortunately, the results of that exam are inconclusive as well. Aucune preuve formelle n'est établie contre Shannon Price, mais un doute plane toujours aujourd'hui. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de malédiction. Et vous le savez, il manque une dernière pièce au puzzle, Todd Bridges. Mais il y a un rebondissement. Il y a un rebondissement. Et cette fois, je vous promets, je ne vous mens pas. Different Stroke star Todd Bridges is speaking out from his jailhouse while awaiting trial. La fin de la série marque aussi pour Todd la suite des ennuis. Todd a 22 ans, il perd sa célébrité et son argent et plonge plus que jamais dans la drogue. Cette spirale l'emmène dans des spirales juridiques. Il est arrêté pour menace avec arme, suspecté d'avoir tiré sur un dealer, même s'il sera acquitté, est arrêté plusieurs fois pour possession de drogue. À l'image de ses 2 compagnons en tournage, Todd n'arrive pas à reconstruire une carrière. Il est ruiné, et pire encore, son image publique est détruite par ses différentes arrestations, toutes médiatisées. Jusqu'à ce que, au milieu des années 90, il est tout comme Dana envoyé dans un centre de désintoxication. Et ce centre, cette cure de désintoxication, va changer le cours de son existence. À partir de ce moment, Todd commence à se reconstruire. Il se marie, a un enfant, reprend même le cinéma et publie plus tard sa propre autobiographie. Dana était sur le chemin de la reconstruction avant sa mort. Mais j'ai une bonne nouvelle, la mort ne va pas croiser le chemin de Todd Bridges. Aujourd'hui, Todd est loin d'être une star majeure du cinéma, mais il semble aller beaucoup mieux et avoir trouvé un semblant de paix loin des caméras. Il parle publiquement de comment il s'est sorti de ses addictions et comment il a réussi à s'extraire de la boucle dans laquelle il était enfermé. Si les cas de Dana et de Gary ont légitimement alimenté les débats autour du traitement et de l'entourage des enfants stars, la vie de Todd et son destin ont également prouvé que ces ados pouvaient s'en sortir. J'espère que Todd continuera de briser la malédiction. The only way you can move on is to realize that you were not victimized. The only way you can move on is to realize that you created a lot more situations than anyone else could have ever created for your entire life. No matter what my father did, no matter what all people did to me in my life, still I had to make a choice to do something wrong.